thème principal est donc le recueil des données de la littérature sur les déterminants de la qualité de vie au travail et l'impact que cela a sur le travail des équipes au quotidien à partir de travaux de recherche qu'il a bien menés. Donc voilà, à vous, Monsieur Lejeune. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à vous présenter un petit peu les travaux de recherche qu'on mène actuellement au sein de notre laboratoire sur la qualité de vie au travail. Alors, je ne sais pas si c'est possible en régie de mettre mon diaporama. J'en profite également donc, pour excuser le professeur Foucrault, qui est psychologue du travail à l'Université de Tours, qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui et qui devait du coup être présente avec moi pour animer cette présentation. Donc, je vais vous parler un petit peu de qualité de vie au travail à travers notamment le prisme de la recherche et puis essayer en quelques diapositives de vous sensibiliser à la méthodologie de la recherche et puis finalement de faire prendre conscience que lorsqu'on veut travailler sur la qualité de vie au travail, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'intention de travailler sur la qualité de vie au travail, mais qu'il faut également pouvoir appréhender un certain nombre de concepts et que sans ces concepts, les efforts qu'on va mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail sont en règle générale très peu contributifs. Alors simplement pour vous expliquer, donc, je suis chercheur d'un laboratoire qui s'appelle Calypsi à l'Université de Tours, dans lequel nous travaillons plus particulièrement sur la qualité de vie et la santé psychologique, avec notamment des travaux de recherche fondamentaux et appliqués en psychologie du travail. On est une équipe mixte de psychologues et de médecins, vraiment une équipe où on travaille en collaboration. Et ça, c'est vraiment la richesse de l'équipe, où les médecins ne sont pas simplement là pour apporter leur vision de terrain, mais sont également là pour réfléchir sur des construits psychologiques. Et puis, les psychologues sont également là pour mettre à disposition les outils nécessaires aux explorations de notre recherche. La thématique de notre laboratoire, elle s'ancre dans ce qu'on appelle le courant de la psychologie organisationnelle positive, qui peut se définir comme l'étude des conditions et des processus individuels versus collectifs qui contribuent au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations dans le contexte du travail. Pour commencer cette présentation, je vais simplement revenir avec vous parce que je sais que vous n'êtes pas forcément tous sensibilisés à la méthodologie de recherche, que parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont jamais fait de recherche. Simplement pour vous expliquer un petit peu les grandes lignes de cette recherche, notamment pour les médecins, parce que la recherche en sciences humaines et sociales, elle est très éloignée de ce qu'on apprend à la fac en termes de méthodologie. Quand on fait de la recherche en sciences humaines et sociales, on a systématiquement ce qu'on appelle des cadres conceptuels. Et là, je vais prendre un petit peu de hauteur par rapport à la qualité de vie au travail. Ce séminaire est consacré à la qualité de vie au travail, mais moi, je voudrais d'abord vous parler de santé psychologique au travail. Parce que la qualité de vie au travail, elle s'intègre dans ce concept de santé psychologique au travail. Et si on se réfère à la définition de l'OMS qui était parue en 1946, la santé psychologique, c'était défini comme un état complet de bien-être mental et pas simplement l'absence de maladie. Et puis finalement, cette définition a été un petit peu complexifiée et maintenant on considère la santé psychologique comme une perspective bidimensionnelle en concevant la santé non seulement comme l'absence de symptômes de maladie, mais également comme la présence d'aspects positifs. Et c'est ce qui est très bien résumé par Keyes et ses collaborateurs. Vous voyez dans le petit schéma qui est sur la diapositive, où la santé mentale optimale ou la santé psychologique optimale, elle se définit comme un niveau faible de détresse psychologique à un niveau élevé de bien-être. Tout ça pour vous dire que cette santé psychologique au travail, que j'appellerais dans mon diaporama SPT, on peut l'aborder de différentes façons. On peut l'aborder via des indicateurs qu'on appelle des indicateurs positifs de la santé psychologique au travail. Et celui que vous connaissez tous et pour lequel on est tous présents aujourd'hui, ici, c'est la qualité de vie au travail. Donc la qualité de vie au travail, in fine, si on prend un peu de recul, c'est un indicateur de cette santé psychologique au travail. Et on en a d'autres, comme l'engagement au travail, la satisfaction au travail, ou plus récemment, un concept qui a émergé qui est le bonheur au travail. Et puis en parallèle de ça, on a ce qu'on appelle les indicateurs négatifs. Et donc là, des indicateurs, notamment le burn-out. Vous avez beaucoup entendu parler des études chez les soignants sur le burn-out. Cela fait bientôt, je crois, à peu près 15 ou 20 ans qu'il y a régulièrement des articles qui sortent sur le burn-out. Mais on a d'autres indicateurs négatifs comme le brown-out. Le bore-out. Alors le brown-out, c'est le fait d'avoir une perte du sens du travail. Le bore-out, c'est le fait de s'ennuyer dans son travail. Et puis également un concept un peu plus généraliste qui est la souffrance au travail. Alors comment on fait de la recherche en sciences humaines et sociales autour de la qualité de vie au travail ? Eh bien cette recherche, elle s'articule principalement autour de deux notions
fondamentales que sont les déterminants. On va étudier les déterminants de la qualité de vie au travail, et ce concept est fondamental parce que lorsqu'on identifie des déterminants, on a in fine des leviers sur lesquels agir pour améliorer la qualité de vie au travail. Et puis bien évidemment, quand on travaille sur la qualité de vie ou la santé psychologique au travail, on va s'intéresser aux conséquences de l'altération de ces dernières dans le quotidien du soignant sur la prise en charge des patients. D'un point de vue méthodologie, c'est la richesse de notre laboratoire à Calypsi, on a deux approches. On a une approche, entre guillemets, assez simpliste, que j'ai appelée approche linéaire, où on va prendre deux facteurs, un déterminant, un indicateur de la santé psychologique au travail, et puis par des analyses statistiques, eh bien, on regarde s'il y a une association entre ces deux paramètres. Et puis après, donc ça c'est la première partie sur la gauche, et puis sur l'approche linéaire, eh bien, on va regarder si l'indicateur de santé psychologique au travail a des conséquences pour le soignant. Donc ça c'est une approche assez simpliste, et puis l'approche purement psychologiste, elle fait intervenir des modèles complexes, vous voyez, il y a des rectangles en plus, et on fait intervenir notamment ce qu'on appelle des variables médiatrices ou modératrices, et qui sont là pour pondérer ou augmenter le rôle de certains déterminants dans la santé psychologique au travail. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail aux déterminants de cette santé psychologique au travail des soignants. Alors tout d'abord, quelques constats dont on a tous conscience, mais pour lesquels il faut revenir, concernant notamment la santé et la qualité de vie au travail. Vous le savez tous, il y a une vulgarisation à outrance ces derniers temps autour de la qualité de vie au travail, et notamment avec la médiatisation récente de la thématique du bonheur au travail, où il y a beaucoup d'articles dans la presse qui ont abordé cette thématique de bonheur au travail, disant qu'il fallait être heureux au travail, sans forcément appuyer ces articles sur des concepts psychologiques bien précis, en disant simplement il faut être heureux au travail. La QVT, c'est aussi un concept fourre-tout. Quand on s'intéresse un petit peu, vous tapez qualité de vie au travail sur Google, vous allez voir, vous avez de tout. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et puis, on a souvent tendance à penser que la qualité de vie au travail, c'est un luxe pour les organisations prospères, en disant que finalement, ça va venir en bout de chaîne, on va s'intéresser à la qualité de vie quand tout le reste ira bien. Et puis, également, on considère à tort que eh bien, la qualité de vie au travail, c'est un peu le miroir des risques psychosociaux auxquels sont exposés les soignants au travail. Tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, dans le domaine de la qualité du travail, il y a un usage qui est très approximatif de tous les concepts qui sont liés à cette qualité de vie au travail. Parce que pour développer la qualité de vie au travail, il faut, comme je vous disais, il faut des connaissances scientifiques, et il faut partir de connaissances scientifiques validées, et donc pas sur une simple liste d'actions recettes, comme c'est souvent le cas. Alors après, ça part d'un bon sentiment, mais on voit souvent des établissements qui développent des stratégies autour de la QVT, mais qui sont uniquement basées sur leur expérience de terrain et qui font très peu appel à des concepts scientifiques forts. Alors si on s'intéresse maintenant à ces leviers, les leviers pour améliorer la QVT ou la santé psychologique au travail, il y a tout d'abord un certain nombre de facteurs individuels qui vont être propres aux soignants. Bien évidemment, il y a des dimensions biodémographiques, de capital psychologique, de dimensions psychosociologiques, des événements de vie. Vous comprendrez aisément que pour un soignant qui a été confronté très récemment à un deuil dans sa vie personnelle, eh bien, ça va être compliqué au quotidien d'être confronté au deuil des patients. Concernant ces facteurs individuels, on a souvent aussi tendance à mettre en avant les gens qui sont perfectionnistes. On sait que les perfectionnistes, eh bien, c'est clairement un frein à une bonne qualité de vie au travail. On a également des facteurs groupaux, la cohésion d'équipe, la qualité de la communication, les conflits de valeurs. On a des facteurs qui sont liés à l'activité, bien évidemment la charge de travail, la clarté des rôles, le sens du travail, chose fondamentale. On a des facteurs organisationnels, le soutien, la définition des rôles, les moyens logistiques. Et puis, choses sur lesquelles je vais un petit peu plus m'attarder, des facteurs managériaux, notamment la reconnaissance, le manque de formation, la justice organisationnelle et les besoins psychologiques fondamentaux. Et puis, vous allez voir au cours de la journée, si vous vous souvenez de cette diapositive-là, vous allez vous dire, mais ah bah tiens, ce qui nous a expliqué ce matin, la démarche participative, elle entre parfaitement dans ce cadre conceptuel. La démarche participative, elle permet d'améliorer les facteurs organisationnels, les facteurs groupaux et les facteurs managériaux. Et c'est pour ça que cette démarche, elle est totalement adaptée à l'amélioration de la qualité de vie au travail des soignants. Alors maintenant, je vais revenir sur quelques notions
brièvement, parce que malheureusement j'ai un temps limité, mais quelques déterminants managériaux sur lesquels nous on a travaillé au sein de Calypsi et qui ont un rôle primordial en tant que déterminant de la santé psychologique au travail. Alors le premier de ces déterminants, c'est la justice organisationnelle. Donc c'est un concept qui a été développé en 2001 par Colquitt. Et cette justice organisationnelle, elle a 3 sous-dimensions. Il y a une justice qu'on appelle interactionnelle, qui est la perception d'une répartition équitable du traitement interpersonnel que le soignant perçoit dans son environnement de travail. Il y a ce qu'on appelle la justice procédurale, qui est la perception d'un accès équitable aux procédures de travail. Et puis également la justice distributive, qui est la perception d'une répartition équitable des récompenses selon les contributions. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on fait de la recherche en sciences humaines et sociales, eh bien, il y a 2 façons d'aborder les problématiques. Et donc, nous, par exemple, à Calypsi, on a regardé cette justice organisationnelle à travers le premier modèle, le modèle assez simpliste. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait en oncologie pédiatrique. On a interrogé pas moins de 600 soignants en oncologie pédiatrique, des infirmières, des auxiliaires de puère, des médecins. Et puis, vous voyez, vous avez QWL, qui signifie qualité de vie au travail. Et vous voyez que OJ, donc justice organisationnelle, eh bien, on a une association qui est extrêmement significative entre la qualité de vie au travail et la justice organisationnelle. Et si vous vous posez la question de savoir à quoi correspond le petit bêta, bêta, ça correspond au pourcentage de la qualité de vie au travail qui peut être expliqué par le facteur justice organisationnelle. Donc ça veut dire que dans ce schéma-là, il y a 0,2% de la qualité de vie au travail qui peut être expliquée par la mise en place d'une justice organisationnelle. Donc ça, c'est la première façon d'aborder les problématiques. Et puis, comme je vous disais, il y a une façon un petit peu plus complexe, où clairement, nous les docteurs, on a un petit peu plus de mal à s'y retrouver, parce qu'on est un peu à des années-lumière de ce type de méthodologie. C'est la modélisation, des modèles très complexes. Et donc, par exemple, au laboratoire, on a fait une étude sur des infirmières, sur de mémoire environ 400 infirmières, où on a regardé l'impact du management transformationnel. Le management transformationnel, c'est lorsque on va mettre en place dans le service un management qui va permettre aux soignants de s'identifier au manager, d'avoir un manager qui va inspirer les salariés. Ça permet d'avoir une vision collective, claire, un encouragement à travailler ensemble. Et puis, on a vraiment une prise en compte individualisée de tous les soignants. Eh bien, dans cette étude, on a montré que le management transformationnel, eh bien, il était associé au bien-être au travail, à la motivation des soignants, et que, in fine, eh bien, cette motivation et ce bien-être étaient associés à l'engagement au travail. Et puis, en essayant de regarder quelle autre variable organisationnelle pouvait intervenir dans ce schéma-là, eh bien, les psychologues du laboratoire Calypsi ont mis en évidence que lorsque l'on mettait de la justice interactionnelle et de la justice distributive dans le milieu de travail, eh bien, on allait favoriser le rôle du management transformationnel sur le bien-être et la motivation au travail. Donc ça, c'est le premier concept managérial sur lequel je voulais revenir. Et puis, le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux. Et ça, c'est, comme son nom l'indique, fondamental. Les besoins psychologiques fondamentaux, ils sont composés en 3 parties. Il y a le besoin de compétence, c'est pour un soignant, le besoin de se sentir efficace dans l'exercice de ses fonctions. Il y a également le besoin d'autonomie, le besoin de se sentir maître de ses décisions et responsable de ses comportements. Et puis également le besoin d'affiliation. Le besoin d'affiliation, c'est le besoin de développer des relations sociales avec ses collègues et de se sentir proche d'eux. Et lorsqu'on regarde tous les travaux autour des besoins psychologiques fondamentaux dans la littérature, eh bien on s'aperçoit que eh bien, les environnements et les pratiques managériales qui permettent la mise en place de ces besoins psychologiques fondamentaux, eh bien, ils améliorent la qualité de vie au travail et la performance au travail. En guise d'illustration, un travail qu'on a mené au sein de Calypsi, donc là aussi sur un effectif de soignants, des infirmières en oncohématologie, de mémoire je crois qu'il devait y avoir 350 infirmières, et donc dans cette étude on a montré que le soutien à l'autonomie du manager eh bien, était associé fortement à une satisfaction des besoins des soignants, et cette satisfaction des besoins elle était associée à une satisfaction au travail, à des émotions positives ressenties par les soignants, et surtout à un bien-être psychologique au travail. Et à l'inverse, on a montré que lorsqu'on avait un comportement contrôlant du manager, donc à l'inverse des besoins psychologiques fondamentaux, eh bien on avait une frustration des soignants dans leurs besoins et qui était du coup négativement associée à la satisfaction, les émotions positives et puis le bien-être psychologique. Donc ça, c'était vraiment la partie déterminant. Et puis maintenant, pour aborder cette partie conséquence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, eh bien, derrière cette qualité de vie au travail, eh bien, cette altération de la qualité de vie au travail, elle a des répercussions très importantes pour le soignant, mais pas que.
Ces répercussions, comme je disais, elles peuvent être pour le soignant. Quand on regarde la littérature, bien évidemment, ça a des répercussions sur leur satisfaction au travail. Vous savez tous que lorsqu'on n'est pas heureux au travail, eh bien, on a une augmentation de l'incidence des troubles psychosomatiques, des troubles comportementaux, qui peuvent aller jusqu'à l'addiction avec des comportements de mise en danger. Ça a également des conséquences sur l'organisation. Lorsqu'on a des soignants qui ne sont pas heureux au travail, eh bien, on va avoir du turnover, on va avoir de l'absentéisme. On peut également, pour les organisations, avoir des coûts plus importants. Et puis, chose primordiale, eh bien, l'altération de la qualité de vie au travail, ça a des répercussions pour les patients. Ça a des répercussions, bien évidemment, c'est assez intuitif, sur la qualité de prise en charge des malades. Ça a des répercussions sur la mortalité. Vous allez voir, je vais vous présenter des résultats autour de la mortalité. Ça a des répercussions sur la satisfaction et puis également sur la durée d'hospitalisation. Et il y a notamment un certain nombre d'études qui se sont attachées, vous savez, aux erreurs d'administration des médicaments, notamment aux États-Unis, où ils ont répertorié un petit peu les erreurs d'administration du médicament. Ils ont essayé de faire une corrélation avec la qualité de vie au travail et puis bien évidemment, ils ont trouvé une association significative entre les deux paramètres. Pour vous montrer un petit peu l'impact que peut avoir la qualité de vie au travail sur notamment la prise en charge des patients, je voudrais vous parler des hôpitaux magnétiques. Les hôpitaux magnétiques, c'est des hôpitaux qui sont présents aux États-Unis. Vous voyez le petit label Magnetes Recognized, c'est ce qu'on peut voir sur certains hôpitaux aux États-Unis. Et donc, les hôpitaux magnétiques, c'est une politique institutionnelle qui est pilotée par l'hôpital autour de 8 dimensions essentielles: une culture centrée sur le patient, une expertise des soignants, un soutien à la formation, un leadership transformationnel, un management participatif, un climat collégial médecin-soignant, une autonomie clinique et une gestion adéquate des effectifs. Vous verrez, il y a beaucoup de points communs avec la démarche participative quand même. Et donc, les hôpitaux magnétiques, ça fait environ un peu plus de 20 ans que ça existe aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'articles autour de ces hôpitaux magnétiques. Je vais notamment vous parler de celui-là qui a été publié par Madame Aiken, qui est la spécialiste des hôpitaux magnétiques aux États-Unis, où ils ont pris des hôpitaux magnétiques, des hôpitaux non magnétiques. Ils ont regardé notamment dans des services de chirurgie à haut risque avec des chirurgies cardiovasculaires. Ils ont regardé le nombre de morts, donc c'est la deuxième ligne du tableau, le nombre de morts 30 jours après l'admission. Et on voit qu'on a une différence significative. On a plus de mortalité dans les hôpitaux qui sont non magnétiques que ceux qui sont magnétiques. On a également un pourcentage de complications plus important dans les hôpitaux non magnétiques. Et puis, on a également une résolution de ces complications qui est moins importante dans les hôpitaux non magnétiques que dans les hôpitaux magnétiques. Donc, tout ça pour vous montrer que finalement, eh bien, mettre en place des mesures d'amélioration de la QVT, eh bien, ça a vraiment également des conséquences directes sur la prise en charge des patients. Et puis, comme autre illustration, bien évidemment, je vais prendre la démarche participative. La démarche participative, vous savez qu'elle est basée sur 5 axes: le staff pluriprofessionnel, la démarche projet, les formations internes, le soutien aux équipes et les réunions de managers. Je pense qu'on y reviendra suffisamment pendant la journée. Eh bien, la démarche participative, donc ça, c'est des travaux qu'on a menés à Calypsi il y a quelques années de ça. Donc, sur le premier tableau du haut, vous voyez que la démarche participative, elle est associée, alors vous voyez les petits p inférieurs à 0,01, vous avez la qualité de vie globale, overall QWL, et puis après, vous avez toutes les sous-dimensions de la qualité de vie au travail. Donc, vous voyez que la démarche participative, elle est associée très fortement à la qualité de vie au travail, et puis elle est également associée à l'engagement et la satisfaction au travail. Et puis, on a été, vous vous souvenez du petit modèle que je vous ai montré, déterminant santé psychologique conséquences. Eh bien, on a été regardé lorsque on avait dans cette étude une amélioration de la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on avait une amélioration de la qualité des soins? Eh bien, vous regardez, c'est le petit tableau du bas. Vous voyez que QWL, eh bien, quand on a une amélioration de la qualité de vie au travail, on a une amélioration de la qualité des soins. Et également, pour la satisfaction au travail, lorsqu'on a une augmentation de la satisfaction au travail, on a une amélioration de la qualité des soins qui était donnée aux enfants en oncologie pédiatrique. Donc, en conclusion, simplement de retenir que le cadre conceptuel de la recherche sur la qualité de vie au travail, elle implique, comme je disais tout à l'heure, des déterminants, là que j'ai résumé en 4 types, mais qu'on peut probablement encore plus dissocier, encore faire d'autres sous-groupes. Mais et retenir que c'est en insistant, en intervenant sur ces déterminants qu'on va pouvoir améliorer la qualité de vie ou la santé psychologique au travail. Et puis également retenir que la qualité de vie au travail, ça ne se résume pas à la qualité de vie du soignant, mais que ça peut également avoir des répercussions sur la prise en charge du patient et des organisations. En conclusion, donc, je voulais simplement revenir sur le rôle déterminant et facilitateur des managers
pour préserver la santé et la qualité de vie au travail des collaborateurs. Ça, c'est un élément fondamental. On sait que les managers peuvent avoir un impact direct et indirect sur la santé et la qualité de vie au travail. Et donc ça va passer dans les années à venir, notamment sur la formation de nos jeunes médecins qui sont amenés à avoir des fonctions managériales pour introduire du management de qualité dans nos services. Comme j'ai donc formé les managers à l'adoption des pratiques managériales, au management qu'on appelle éthique, qui respecte des démarches vertueuses dans les soins, sensibiliser les managers à la prise en compte des besoins psychologiques fondamentaux, et puis renforcer le sentiment de justice organisationnelle des collaborateurs. Et puis, plus largement, au niveau de l'organisation, eh bien, continuer à intégrer la QVT dans les axes stratégiques de l'organisation, car c'est un levier de performance qui est durable pour les organisations. Quand on a, surtout par les temps qui courent, quand on a moins d'absentéisme, moins de turnover, on sait que c'est compliqué pour les organisations de recruter des soignants. Eh bien, lorsqu'on arrive à garder nos soignants en place, eh bien, la façon de le faire, ça peut être d'améliorer leur QVT. L'implication du management en faveur de la diffusion de la QVT dans la culture des hôpitaux, et puis également développer le soutien organisationnel des individus, des collectifs de travail dans certaines situations bien particulières, et notamment dans les changements organisationnels ou par exemple en temps de crise, comme on a pu le voir pendant le Covid. Voilà, je vous remercie de votre attention.